Au nom de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Camille Saint-Amour et Rebecca Gagnon. Marie-Camille Saint-Amour est chargée de projet depuis 2020 à l'Organisme des bassins versants de nord-est du Bas-Saint-Laurent. Elle est responsable de divers projets d'éducation et de la lutte aux espèces exotiques envahissantes. Elle a travaillé au sein de l'Organisme de bassins versants Matapédia-Restigouche comme biologiste durant 3 ans où elle a été responsable de plusieurs projets. Elle a également participé à la mise à jour du plan directeur de l'eau et à la restructuration du diagnostic. Elle a travaillé comme technicienne de la faune aquatique pour le ministère Pêche et Océans et le Conseil de gestion de bassins versants de la rivière Restigouche durant ces 3 dernières années afin de réaliser des travaux inventaires du saumon atlantique. Rebecca Gagnon est technicienne à l'Organisme de bassins versants Matapédia-Restigouche depuis 2013. Elle est responsable des projets de suivi environnemental et technicienne terrain. Elle a été technicienne en écologie aquatique pour le projet de recherche sur l'algue Didimo de 2008 à 2012. Elle a collaboré à divers projets d'acquisition de connaissances de suivi environnemental des écosystèmes en rivière, l'identification et la cartographie de divers problématiques liées à l'érosion et infrastructures sur la qualité de l'eau et les bioindicateurs en fait partie de ses tâches principales. Elle a aussi travaillé au sein de groupements forestiers pour établir des plans d'aménagement faunique. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Marie-Camille et Rebecca. Bonjour, donc notre projet se nommait Caractérisation de ponceaux sur les sentiers du Club Quad Avignon-Ouest. Puis on avait plusieurs partenaires, dont la Fondation de la Faune, le gouvernement du Québec, John Mercy, le Club Quad Avignon-Ouest, bien sûr, et la Fédération des Clubs Quad du Québec. Tu peux changer, Marie-Camille? Oui. Donc, dans la présentation, on va vous présenter la mise en contexte, la démarche avec le Club Quad, la méthodologie, les résultats, puis une présentation du prochain projet qui est la phase 2 de ce projet-là. Donc, la problématique à la base était le type d'approche de gestion de l'habitat des salmonidés qui se concentre le plus souvent sur le tronçon principal de la rivière Restigouche. Tous les tributaires de la rivière Restigouche sont des habitats essentiels pour le cycle de vie des salmonidés. Donc, une approche globale de l'habitat est de maintenir la connectivité entre les aires d'alimentation, de protection et de reproduction. Donc, nous le savons, les salmonidés ont besoin d'un habitat d'une très bonne qualité. Il y a beaucoup de ponceaux puis de traverses qui sont présents sur le territoire dû à une grande quantité de sentiers, de chemins forestiers et de cours d'eau. S'ils sont mal construits ou désuets, ils peuvent être la source problématique importante, donc qui est la sédimentation et la fragmentation de l'habitat des salmonidés. Je vais changer. Donc, c'est Marie-Camille qui a le contrôle sur les diapositives. La mise en contexte, donc nous et le Club Quad Avignon-Ouest et la Fédération des Clubs Quad, on s'est ralliés vraiment ensemble pour effectuer la caractérisation des sentiers. C'est vraiment un travail d'équipe qu'on a fait. Donc, le club, il est un peu plus de 1000 km², puis ils ont environ 367 km de sentiers en 2019. Ça change énormément, ça change d'une année à l'autre car ils doivent changer leur sentier d'endroit à différents moments. Donc, les sentiers sillonnent plusieurs bassins versants. Ils traversent des cours d'eau, des pouponnières pour le salmonidé. Donc, le salmonidé, on parle toujours du saumon atlantique et l'ombre de fontaine sur notre territoire. La caractérisation des sentiers a été réalisée en 2019, était la première et indispensable étape pour améliorer les sentiers et avoir des outils pour pouvoir prioriser la réfection de ceux-ci. Donc, l'objectif était vraiment de développer un partenariat avec le secteur écotouristique du secteur VTT. C'est un premier projet avec ces acteurs-là qui sont très présents sur le territoire. Donc, ce qu'on a fait, on a fait des formations puis de la sensibilisation pour pouvoir transférer les connaissances sur l'habitat faunique puis les nouvelles normes du RADF au Club Quad Avignon-Ouest et aux gestionnaires des sentiers de VTT.
Donc, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont les yeux. Donc, ils vont pouvoir devenir des vigies pour la faune aquatique et aussi outillés pour repérer les problématiques plus rapidement au niveau de la faune aquatique, au niveau des traverses, ponceaux et de la voirie. Donc, on a fait la caractérisation et la cartographie. On a récolté des données de l'état de situation des traverses, ponceaux et autres problématiques routières en fonction des habitats aquatiques du salmonidé, pour ainsi créer un ensemble de données qui vont servir dans la planification de la réfection et de l'amélioration de leurs sentiers. Donc, à la base, le projet, vraiment, de la façon qui est né, lors de la mise à jour des pistes d'action du plan directeur de l'eau 2018-2023, on s'est assis avec la table sectorielle des gestionnaires de VTT de tous nos bassins versants. Puis, c'est des gens très sensibles à la protection de l'habitat aquatique. Donc, ils mettaient en projection une collaboration entre l'OBVMR et les gestionnaires de Club Quad, qui était vraiment importante pour eux, pour caractériser et développer un outil qui va les aider à prioriser les interventions sur le territoire. La Fédération des clubs quad du Québec est entrée en contact avec nous afin de monter un projet de caractérisation en 2017-2018 en partenariat avec le club quad Avignon-Ouest. Avec les délais de réponse, donc le projet a eu lieu en 2019. Dans le passé, il y a eu des prises d'informations quand même qui avaient eu lieu sur le terrain, mais il n'y avait rien de très précis. Le club quad avait besoin d'une ligne directrice, puis de bien vulgariser pour leurs contracteurs, souvent bénévoles, pour qu'ils puissent intervenir de façon optimale et durable. Alors, nous, le Club Quad et la Fédération québécoise des clubs quad, on s'est ralliés ensemble pour réaliser le projet de caractérisation des sentiers. Selon la Fédération, il s'agit d'une première caractérisation des sentiers d'un club quad s'effectuant en collaboration avec un organisme de bassin versant. Et bien heureusement, nous avons pu aider d'autres OBV à monter un projet semblable avec les clubs sur leur territoire qui vont avoir lieu en 2021. Donc, le mandat de l'OBV est vraiment, là, ce projet-là, il s'insère vraiment dans la planification des interventions régionales du bassin versant, puisque l'impact de la sédimentation, de la fragmentation des habitats, puis l'état des ponceaux et traverses ont été identifiés comme une problématique et des pistes d'action y sont reliées dans notre plan directeur de l'eau. Cette même problématique de sédimentation causée par la voirie et les traverses de cours d'eau ont été soulevées aussi lors de la table TGIRT de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Donc, il y a eu toute une méthodologie puis la coordination avec plusieurs partenaires. Donc, on a eu beaucoup de rencontres de coordination avec le Club VTT Avignon-Ouest, la Fédération des clubs quad. On a eu aussi une rencontre avec les partenaires pour l'harmonisation de nos protocoles de caractérisation terrain. Donc, les experts salmonicoles régionaux de notre territoire qui sont Jamercy, l'Estigouche Fisheries, le Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Estigouche, pour harmoniser tous les protocoles que nous avons pour pouvoir utiliser les données à diverses utilisations par la suite. Puis, on a eu aussi beaucoup de prêts d'équipements puis de formation pour l'utilisation de ces équipements-là. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que vraiment que les partenaires dans ce projet-là, ils ont été primordiaux pour la réussite du projet. Sans eux, on n'aurait pas réussi à faire autant. Donc, la démarche avec le club puis la FQCQ, on a eu vraiment plusieurs rencontres avec les bénévoles du club pour vraiment les sensibiliser et leur donner des formations. Puis, pour pouvoir voir, eux, c'est quoi qu'ils veulent vraiment pour le projet. Donc, pour la conception et la réalisation du projet, pour avoir une cartographie qu'eux peuvent utiliser, donc utile pour eux, pour ce qu'ils font dans la restauration, puis à leur image. Donc, on a co-organisé le projet afin que la récolte de données, de la manière dont les données sont traitées, soit à leur image à eux et utile puis compréhensible par les clubs quad. C'était vraiment une de nos grandes priorités. Donc, on a un projet monté pour et par les gestionnaires des sentiers de quad. Ils ont participé à toutes les étapes du projet, de la demande de subvention montée par l'OBVMR et à la Fédération des clubs quad du Québec. Donc, on a eu beaucoup de rencontres de travail, des prises de décision pour la caractérisation selon ce qu'eux voulaient. On a eu beaucoup d'échanges d'informations au niveau des secteurs dangereux, barrés ou autres. On avait vraiment des communications avec eux toutes les semaines et même plus certaines semaines pour nous aider. Ils nous ont partagé les couches des sentiers pour la cartographie. On a eu de l'aide terrain pour la prospection. Puis, on a présenté la cartographie, le recueil de commentaires pour les détails finaux et présentation des résultats au Club Quad.
Je vais prendre le relais pour la formation qu'on a donnée au Club Quad et à la Fédération. En fait, bon, comme Rebecca l'a déjà expliqué, un de nos objectifs, c'était vraiment de sensibiliser le Club Quad pour qu'ils deviennent des vigies sur le terrain pour la faune aquatique, puis vraiment qu'ils soient outillés à comprendre c'est quoi les problématiques, c'est quoi un bon habitat pour les salmonidés. Puis, c'est vraiment eux qui sont souvent sur les sentiers. Donc, c'est eux qui peuvent nous rapporter des problématiques au travers du temps. Donc, on leur a monté une grosse formation qui portait sur 4 points principaux. Tout d'abord, on leur a donné une formation sur l'habitat aquatique et les poissons. Donc, qu'est-ce qui est un milieu aquatique, riverain, c'est quoi leurs caractéristiques pour les identifier, c'est quoi leur rôle, et selon la loi aussi, c'est quoi. Puis après, les besoins en habitat des salmonidés en termes d'alimentation, reproduction et de protection. L'identification des salmonidés, là, plus particulièrement le saumon et l'ombre de fontaine, c'est ça qu'on peut vraiment retrouver sur le territoire, mais aussi l'anguille d'Amérique parce qu'on la retrouve aussi. Comment reconnaître une frayère, puis mettre aussi l'emphase sur l'importance de la pêche sportive au saumon dans la région. C'est vraiment super important pour la région, c'est un revenu économique, c'est très culturel, donc on veut protéger ça, on veut continuer cette pratique-là. Ensuite, on a parlé de l'impact de la voirie. On l'a vu tantôt, là, il y avait une cartographie avec les sentiers des Club Quad, puis tous les cours d'eau. Donc, on se rend compte là qu'il y a vraiment, il y a énormément de cours d'eau et énormément de sentiers. Donc, si on peut imaginer le nombre d'intersections qu'il y a, c'est hallucinant. Donc, le fait de bien comprendre les causes et les problématiques que peuvent occasionner la voirie, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est ça, donc les conséquences possibles, donc la fragmentation et la sédimentation que ça peut avoir comme impact sur le saumon. Ensuite, on a présenté quelques outils réglementaires. C'est parfois et souvent très difficile de s'y retrouver à travers toutes les lois, les règlements, les sites Internet des gouvernements. Donc, le but, c'était de leur faire une liste de d'où sont situés les outils sur Internet pour que ça soit plus facile pour eux d'aller les trouver par la suite. Et il y avait une bonne section à la fin qui parlait du guide RADF sur vraiment, on a sélectionné les informations sur les bonnes installations et entretien de ponceaux. C'est sûr que RADF, c'est fait pour la forêt publique et puis les sentiers passent aussi en forêt privée, mais reste que ça démontre vraiment des bonnes méthodes d'installation de ponceaux ainsi que leur entretien. Donc, on trouvait intéressant de leur parler de ça. Ensuite, je vais rentrer dans l'harmonisation des protocoles de caractérisation. En fait, on a pris 6 protocoles de caractérisation de ponceaux qui existaient déjà en provenance des universités comme l'INRS et l'Université du Nouveau-Brunswick, mais aussi celui du ministère de la Faune, de la Table Gire de la Gaspésie et des experts de la région comme JMRC, CGBVRR et OBVMR, donc nous-mêmes. Le but, je vais comme passer à la prochaine, c'est ça. On a pris chacun des protocoles, puis on les a comparés les uns avec les autres. Donc ici, on peut voir dans chacune des colonnes, c'est chacun des protocoles avec les lignes, chacune des choses que le monde prenait sur le terrain, puis ça nous a vraiment permis de comparer les protocoles ensemble. Puis, lors d'une rencontre par la suite avec les experts de la région, ça nous a vraiment permis de décider ensemble quels paramètres on conservait pour la caractérisation, quels paramètres on se permettait de pas garder. Puis, sur chacun de ces paramètres-là, parce que des fois, ça change entre les protocoles, mais c'est quoi la méthodologie terrain qu'on veut? Puis, ça aussi, Rebecca l'a mentionné tantôt, mais le but, c'était d'avoir une cartographie qui était utilisable par tout le monde. On voulait que n'importe qui aurait besoin de cette cartographie-là puisse la prendre, puis qu'il ne manque pas d'informations. Donc, on voulait vraiment avoir toutes
les paramètres importants dans une cartographie. Donc, bon, la localisation du projet, vous avez pu la deviner, ça se trouve dans l'aval du bassin versant de la rivière Restigouche, mais aussi de la Matapédia, sur les sentiers du Club Quad Avignon-Ouest. La méthodologie de la caractérisation terrain maintenant, on a caractérisé les sentiers à l'automne. On s'est vraiment concentré durant la période automnale pour pouvoir vraiment voir les cours d'eau, comment ils sont en termes de volume d'eau et de courant durant la période de frais d'ombre de fontaine, parce que c'est vraiment important pour nous de savoir s'il y avait possibilité de frais dans les cours d'eau. Puis ça donnait vraiment une importance de plus aux cours d'eau pour après faire la priorisation des réfections. Par la suite, quand on se promenait sur les sentiers, on localisait les caractérisations et notre localisation aussi grâce à l'application MyMaps. C'est une application de Google gratuite que tout le monde peut utiliser. C'est assez simple. Sur notre téléphone intelligent, maintenant, on ne peut plus se passer de ça. Là. Nos téléphones intelligents ou tablettes sur le terrain, ça devient vraiment des outils intéressants. Puis là-dedans, on a ajouté les couches des cours d'eau, puis des sentiers, fait que ça nous permettait tout le temps de voir où est-ce qu'on était rendu, est-ce qu'on avait dépassé peut-être un cours d'eau tributaire qu'on n'a pas remarqué en 4 roues. Donc, ça nous permettait vraiment de nous suivre sur le terrain. Puis la manière qu'on a fonctionné, c'est ça. Donc, on se promenait, puis quand on arrivait à un cours d'eau, à une problématique ou tout simplement à un bassin de sédimentation ou à tout autre ouvrage routier, on s'est arrêté et on les a caractérisés. Donc, c'est ça la manière qu'on a fonctionné. Pour la prise de terrain, la prise de données sur le terrain, ça s'est fait à l'aide de plusieurs outils. Comme on voulait s'assurer d'avoir toutes les données par l'harmonisation des protocoles, on a utilisé un formulaire fait par le ministère de la Faune, Forêt, Faune et Parc, et aussi de la table GIRT qui avait un formulaire déjà monté sur l'application Survey 123 d'Esri qui est relié avec ArcGIS. Mais on trouvait qu'il nous manquait un peu de questions. Donc, on a comblé ça avec 2 fiches papier terrain également. Je vais vous les montrer ici. Donc, une fiche terrain pour la caractérisation des ponceaux et une fiche pour les traverses à gué. Puis, avec ces ajouts-là, ça nous permettait de vraiment avoir toutes les données qu'on voulait. Ici, je ne passerai pas la liste avec vous, mais c'est vraiment toutes les informations qu'on a prises sur le terrain. Pour ceux qui ne savent pas, ben, la présentation en ce moment est enregistrée. Fait que si vous voulez prendre le temps de bien lire toutes les informations qui ont été récoltées, ben, vous pouvez aller la réécouter puis faire pause en ce moment pour voir tout ce qui est écrit. Donc, la saisie et manipulation des données, le fait de prendre les données sur Survey 1, 2, 3 et sur des fiches papier a un peu rendu la chose plus compliquée, un peu plus longue de gestion. Donc, ce qu'on a fait, bien évidemment, on a saisi les données papier dans un chiffrier Excel. Puis, ce qu'on avait saisi sur téléphone intelligent nous a été envoyé par la table GIRT qui était en géodatabase. Donc, nous autres, on a extrait un chiffrier Excel de ça, à laquelle on a rajouté notre base de données Excel. Puis, donc, ça nous donnait toutes nos données dans un même chiffrier. Avec tout ça, on a rajouté des informations, soit des calculs de débit de pointe sur certains cours d'eau, aires de drainage. Ces calculs-là ont été effectués par la Fédération québécoise des clubs quad. Donc, ça a vraiment été très utile. On n'avait pas nécessairement les outils pour faire ça, nous. Puis ensuite, le très grosse partie du travail d'analyse de données et notre but du projet, c'était de prioriser les interventions sur
puis de trouver les réflexions à faire les plus rapidement. Donc, on a établi des priorités d'intervention sur chacune des caractérisations terrain, puis on a choisi 4 priorités, très prioritaires, prioritaires, peu prioritaires et pas d'intervention nécessaire. Ce qui est important à retenir, c'est que pour ce qui est de pas d'intervention nécessaire, ça ne veut pas dire que ça ne va jamais prendre d'intervention. Tout ouvrage sur chemin forestier ou sentier va nécessiter un entretien constant. Donc, par exemple, vider les bassins de sédimentation ou vider les tranchées filtrantes ou refaire des bourrelets. Ça ne veut pas dire qu'en 2019, si nous, on a jugé que l'ouvrage était correct, que ça n'a pas besoin d'entretien dans le temps. Donc, ça, il y a un très gros bémol à ça, que dans le temps, même si ça a été jugé pas prioritaire, ben, c'est de l'entretenir quand même. Pour établir ces priorités d'intervention-là, ça ne s'est pas fait tout seul dans ArcGIS. En fait, ça ne s'est pas fait de manière automatique. Je veux dire, il a fallu qu'on passe caractérisation par caractérisation pour leur établir une priorité. Donc, vous pouvez voir la grosseur du travail que ça nous a pris. Puis, pour vraiment s'assurer d'être objective là-dedans, ben, d'avoir un tableau de priorité sur lequel s'appuyer, c'était vraiment important. Parce que nous autres, on s'en rappelait de quoi ça avait l'air, mais il fallait vraiment garder un œil objectif là-dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir ici, il y a des numéros et des lettres. Donc, dans les priorités, on a utilisé 2 colonnes. Donc, un avec la priorité 1 à 4 et la deuxième, c'est l'explication. Quelqu'un qui pourrait utiliser la cartographie pourrait voir une priorité 2, alors que pour eux, ils pourraient se dire « Ah, mais moi, je le vois comme pas prioritaire ou très prioritaire, alors que nous, c'est pas la décision qu'on a prise. » Donc, on pourrait retourner voir « Ah, ben, elle l'a mis en priorité 2 à cause que c'était permanent, un cours d'eau permanent, et puis il y avait une absence de bassin, en tout cas. » Fait que ça va vraiment pouvoir donner des explications derrière la priorité d'intervention. Puis, ce tableau-là est probablement pas parfait. Il a été révisé par les pairs, les experts salmonicoles de la région, mais éventuellement, il pourrait être révisé, puis les priorités d'intervention changer, parce qu'on sait que dans le temps, il peut y avoir des nouvelles informations qui s'apportent, mais bon, on a fait quand même de notre mieux pour avoir un tableau assez complet. Donc, c'est ça. On a fini avec une très grosse base de données qu'on a renvoyée à la table GIRT de la Gaspésie pour qu'ils la joignent à eux-mêmes à la géodatabase pour avoir une géodatabase finale. Nous, on ne pouvait pas le faire nous-mêmes, malheureusement, parce qu'on n'a pas la licence ArcGIS qui nous permettait de le faire. Donc, très heureusement, la table GIRT de la Gaspésie nous a aidés là-dedans et soutenu. Donc, les 2 fichiers finaux sont une géodatabase et une base de données, donc qui ont les mêmes informations à l'intérieur, juste présentées différemment. Donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben, la caractérisation terrain s'est échelonnée une quinzaine de jours entre le 28 août et le 16 octobre. Puis, on a caractérisé 188 km. Il y a 213 relevés terrain qui ont été faits, qui nous ont permis de caractériser des ponceaux, des traversaliers, des drains de drainage, des ornières, des bourrelets mal placés, des bassins de sédimentation, des tranchées filtrantes. Donc, on a vraiment caractérisé le plus qu'on pouvait pour avoir quelque chose de très, très, très complet en termes de sentiers. Donc, au final, c'est ça que ça donne. Les priorités d'intervention, ils sont en 4 couleurs ici. Puis ça a été décidé là, avec le Club Quad, qu'est-ce qu'ils voulaient voir sur la carte, comment ils voulaient que ça soit représenté.
Puis des couleurs très simples comme ça, c'était parfait pour voir et déterminer d'un coup d'œil quelles sont peut-être les sections du sentier les plus problématiques. Puis des couleurs pour quels sentiers ont été caractérisés et pas caractérisés. Ici, si on zoome, en fait, c'est comme un zoom sur la cartographie pour vous montrer un peu comment on peut l'utiliser. Bon, là, les points sont pas en 4 couleurs. Là, ça devait être une ancienne version de la cartographie. Mais ce qui est important de voir, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est ça ici. C'est que sur ArcGIS, comme on voit en ce moment, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut utiliser l'outil HTML pop-up, que ça s'appelle. Cliquer sur un point de caractérisation, ça s'ouvre. Puis c'est vraiment intéressant parce que ici, on peut voir les photos. Les photos de la traverse en aval, en amont, du cours d'eau en aval, en amont, des photos de l'érosion, puis aussi toutes les informations qu'on a prises sur le terrain. Donc, c'est vraiment très facile d'utilisation, puis en un seul coup d'œil, on peut voir rapidement c'est quoi la problématique. C'est ça. Oui, puis bon, c'est sûr que pour ça, ça prend ArcGIS, malheureusement. Mais je suis certaine qu'on pourrait trouver le moyen d'utiliser ça sur Quantum GIS. Je sais maintenant qu'il y a des nouveaux outils qu'ils utilisent pour prendre en charge les géodatabases. Personnellement, je ne l'ai pas essayé, mais je suis certaine que ça se fait pour des gens qui n'ont pas ArcGIS. Je suis certaine qu'il y a moyen de trouver la méthode que vous pourriez utiliser. Donc, les résultats, c'est sûr qu'à un moment donné, on a voulu voir qu'est-ce que ça donnait, toutes ces priorisations-là, puis qu'est-ce qu'on a caractérisé, qu'est-ce qui reste à faire. Donc, on a caractérisé 51% de longueur de kilomètres au niveau des sentiers du Club Quad. Donc, c'est quand même très bon parce qu'on se souvient une diapo précédente que Marie-Camille vous a montré, tout ce qui était en mauve, c'est des terrains privés ou, non, c'est pas des terrains qui sont aménagés au niveau des municipalités. Donc, c'est des sentiers qui sont déjà entretenus par quelqu'un d'autre que le Club Quad. Donc, non entretenus par le Club Quad, il y a quand même proche de 33% que c'est d'autres partenaires qui font l'entretien de ces sentiers-là. Donc, nous, on ne s'est pas concentré sur ces parties-là parce que nous, notre but était vraiment de donner une caractérisation au Club Quad sur ce qu'il y avait à faire eux. Puis, on n'a pas caractérisé ce qui était en jaune, vraiment beaucoup plus à l'est. Ça représente environ 16% du sentier qui est à peu près 58-59 km. Donc, je vais vous le présenter tout à l'heure. On a un projet pour cette année. Puis, au niveau de la priorisation, quand on a vu les résultats, ça a été vraiment hyper encourageant parce que des interventions très prioritaires, on en a seulement trouvé 15 sur 213, donc 7%. Puis, des pas d'intervention nécessaires, donc on se souvient pas d'intervention dans l'immédiat, c'est 51%. Donc, c'est vraiment, on a été agréablement surprise de l'état des sentiers. Donc, oui, il y a du travail à faire, mais il y a une très grande partie qui est très bien aménagée, puis entretenue par le Club Quad. Donc, les problématiques majeures des résultats, ce qu'on a trouvé est vraiment relativement facile à régler. C'est vraiment en réalisant des petits travaux de voirie, comme vider les bassins de sédimentation pour les tranchées filtrantes, installer des bourrelets au-dessus des ponceaux. Ça a été une problématique qu'on a rencontrée à quelques endroits quand même. Retirer des bourrelets mal placés, donc un bourrelet devant un bassin de sédimentation, par exemple. Niveler la route, c'est vraiment une des problématiques qu'on a vues aussi. Dans les autres observations qu'on a pu voir puis apporter, c'est vraiment un apport de sédiments sévères, c'en est une. C'est vraiment ça la grosse problématique qui se déverse directement dans les cours d'eau. Donc, c'est vraiment important pour la faune aquatique, puis les frayères potentielles à régler ces problématiques-là. Il y a quelques traverses à gué. Il y a quelques berges enrochées qui sont à nu en bordure de nouveaux ponts. Donc, il y a eu des nouvelles installations. Il y a eu de l'enrochement de fait, puis ces roches-là, c'est quand même une grande surface, sont à nu. Donc, ils réchauffent beaucoup plus rapidement l'été, puis ils font réchauffer l'eau qu'il y a dans le cours d'eau. Puis, il y a eu aussi des fragmentations de l'habitat causées par différents facteurs, là, comme des ponceaux qui sont complètement bouchés, par exemple. Je peux changer, Marie.
Puis la prise de débit des cours d'eau, on a pris des prises de débit, mais on ne l'a pas fait dans le ponceau. Ce qu'on voulait, c'est vraiment voir en amont et en aval du ponceau le débit qu'il y avait pour voir s'il y avait vraiment un débit assez élevé pour les salmonidés. Donc, on n'a pas d'informations au niveau de la franchissabilité des ponceaux en fonction de la vitesse d'écoulement. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Les débits, comme je vous ai dit, ont été pris en amont des ouvrages pour pouvoir voir l'influence sur l'écoulement. Puis, il n'y a aucune frayère d'ombre de fontaine qui a été identifiée, mais on a quand même localisé des potentiels de frais. Donc, on a vu 14 sites qui ont des potentiels de frais. Donc, on a vu qu'il y avait quand même, tout était là pour pouvoir avoir le frais, mais vu qu'on n'était potentiellement pas dans les quelques jours que la frais se passe, on n'a pas vu de frais directement. Il y a certains endroits qu'il y a la possibilité de frais, mais seulement possible si le milieu était restauré. Donc, on a vu quelques endroits que ça prendrait de la restauration pour qu'il y ait du potentiel de frais. Comme par exemple la présence de chutes, de ponceaux bouchés qui fragmentent l'habitat. Puis une quantité trop importante de sédiments en provenance de la voirie. Donc, le cours d'eau était vraiment très riche en sédiments. Il y a eu aussi un glossaire illustré de faits pour que le Club Quad puisse s'y référer pour toutes les recommandations qu'on a pu leur faire pour chaque point. Donc, c'est important pour nous qu'ils comprennent bien ce qu'on leur disait avec les termes et tout ça. On a repris tous les termes qui ont été choisis. On a fait un guide avec ici une photo qu'on peut bien voir là, du guide RADF qui explique c'est quoi un bassin de sédimentation. Puis, on a mis une photo du terrain qu'on a fait, donc de leur sentier du Club Quad qui représente qu'est-ce qu'un bassin de sédimentation puis la problématique qu'on leur explique. Donc, c'est quelque chose qu'ils voulaient avoir vraiment au début. C'est des outils pour pouvoir travailler puis se référer puis qui sont bien vulgarisés. C'est correct, Marie? Je vais laisser Marie-Camille aller avec le guide d'utilisation de la cartographie. Oui, donc ces deux outils-là, tant le glossaire que le guide d'utilisation, c'est vraiment à utiliser avec la cartographie qui a été faite pour vraiment aider l'utilisateur à bien la comprendre. Donc, autant que le glossaire, ça parlait des termes techniques qui pourraient être compliqués à comprendre, que celui-là, le guide d'utilisation, c'est pour la compréhension de chacun des champs qui ont été pris et de chacune des valeurs. Donc, c'est vraiment un espèce de guide des méthodes qui ont été utilisées sur le terrain et comment les données ont été prises. Il y a beaucoup de ce guide-là qui provient du guide qui avait été fait par le MFFP et la table GIR pour expliquer comment utiliser leur application Survey 1, 2, 3. À laquelle on a rajouté aussi les questions que nous, on avait rajoutées pour bien le compléter et des descriptions, des fois peut-être un peu plus précises et spécifiques. Donc ça, c'est vraiment à utiliser côte à côte avec la cartographie pour bien comprendre comment les données ont été prises sur le terrain. Donc, on vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a présenté un nouveau projet qui était la phase 2 du projet de caractérisation parce que, comme vous avez pu le voir, il y a des choses qui n'ont pas été complétées puis on a vu certaines problématiques qu'on voulait régler. Donc, on a présenté un projet à la Fondation de la Faune en janvier 2020. On a eu notre réponse à l'automne 2020. Donc, le projet va avoir lieu au printemps 2021 jusqu'à la fin de l'automne. Ce qu'on va faire avec ces nouveaux volets-là du projet qui va commencer sous peu, c'est on va finaliser la caractérisation des ponceaux sur l'ensemble du territoire puis l'intégrer à la cartographie actuelle. Donc, on va aller faire tous les sentiers qu'on n'avait pas pu faire en 2019, puis on va aller faire aussi tous les sentiers qui ont changé d'endroit. Donc, le Club Quad doit changer des sentiers d'endroit. Il y a des territoires qui changent. Donc, on va aller vraiment essayer d'aller compléter complètement la caractérisation de tous les sentiers qui sont actifs en 2021. On va faire la mise à jour aussi des données de la cartographie. Donc, on va vraiment regarder là, tout ce qui a été fait par le Club Quad en 2020 sur le terrain, avec eux, puis sur le terrain pour pouvoir voir, là, enlever les priorisations qu'on avait mis. Exemple, enlever un bourrelet au point 240. On va pouvoir l'enlever puis dire que ça a été fait.
On va aussi revégétaliser les anciennes traverses à gué ou les rives à nu de certaines traverses. Donc, on a vu la problématique qu'il restait des traverses à gué où il y a eu des endroits qui avaient eu un ponceau d'installer, puis la traverse à gué, mais il continue à avoir du ruissellement puis de l'apport de sédiments. Donc, on va aller vraiment revégétaliser ces traverses à gué-là. Puis, on a aussi prévu mettre des affiches puis mettre des barrières pour que les gens ne les utilisent plus parce qu'il y a quand même une installation très bonne à utiliser à côté. Donc, on a aussi un partenariat avec le CGBVRR, puis le Club Quad puis le FQCQ. On va aller on a ciblé un endroit qui avait une traverse à gué. Donc, vous pouvez le voir sur la photo ici, c'est cette traverse à gué-là. On va aller poser un ponceau à cette traverse à gué-là qui avait un très grand apport de sédiments au niveau directement dans la rivière Restigouche. Donc, cette problématique-là va être réglée. Puis, on va aussi aller régler les problématiques sévères d'apport en sédiments de segment d'une route dans un grand tributaire de la rivière Restigouche. Donc, ça, c'est 2 grands travaux qui vont avoir lieu en 2021. Puis le Club Quad, mais ils vont régler certaines problématiques comme vider les bassins de sédimentation, retirer les bourrelets mal placés. Donc, on se souvient que c'est vraiment un travail d'équipe avec eux. On a tous nos tâches, puis on avance toutes pour pouvoir avoir vraiment un ensemble de travaux de fait le plus rapidement possible pour régler les problématiques. Donc, on se souvient que les sentiers du Club Avignon-Ouest sillonnent des environnements magnifiques et importants pour la faune. Donc, il est important de préserver les habitats fauniques aquatiques tout en permettant quand même aux utilisateurs des sentiers de les côtoyer et de vouloir les préserver. La collaboration avec le secteur écotouristique, soit la Fédération québécoise des clubs quad, le Club Quad Avignon-Ouest est inspirante et porteuse d'espoir pour l'accomplissement de sentiers en harmonie avec les habitats fauniques. Sans eux, c'est certain que ce projet-là n'aurait pas ressemblé à ça et les priorisations et les travaux n'auraient pas lieu aussi rapidement non plus. Donc, merci. Puis, on est là pour vos questions, moi et Marie-Camille. Merci beaucoup. La présentation était excellente et c'est vraiment des beaux partenariats pour ce projet. C'est vraiment intéressant. Donc, maintenant pour notre période de questions et réponses, nos participants ont quelques possibilités. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez utiliser le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise au coin supérieur à droite de votre écran. Vous pouvez lever votre main, c'est l'icône avec la petite main. Et nous allons activer votre microphone ou vous pouvez taper votre question et je la lirai à haute voix. Et je vois qu'on a déjà un commentaire. Yves Briand a dit « Wow, bravo ». Donc, félicitations à vous. Merci Yves. Merci. Puis, nous avons une question de Carol Ann Gillis. Bonjour Carol. Vous m'entendez-vous? Oui, on allô. Allô. Super. Ben, excellente présentation. On a collaboré avec le projet. Ce que je voulais savoir maintenant que la base de données est complète, je ne sais pas si vous l'aviez pris comme paramètre, mais est-ce que vous avez caractérisé, oui, c'est tous des ruisseaux au niveau des habitats de salmonidés, mais avez-vous fait la différence entre la connectivité à partir du chenal principal, des rivières principales? Donc, est-ce que c'est plus des habitats de saumon juvénile versus des habitats à ombre de fontaine? Et avez-vous fait la distinction lors de la caractérisation? C'est une très bonne question. Je pense pas qu'on a fait la distinction entre ombre de fontaine et saumon. Je vois dans ma tête les endroits qu'on a caractérisés. On dirait que je pourrais les pointer sur la carte, là, lequel potentiel d'habitat saumon, quel était vraiment potentiel habitat truite. Mais je pense que dans un optique, en se disant que oui, les saumons ont quand même une importance primordiale régionale, mais en termes d'habitat salmonidé, je pense qu'on voyait tous les salmonidés sur le même niveau, mais non, on n'a pas fait ça, mais ça pourrait vraiment être un bel ajout. Puis je pense que ça pourrait s'ajouter relativement facilement dans la base de données, puis dans GeoDatabase, ça serait vraiment intéressant d'ajouter ça. Parfait, on va faire ça dans les semaines à venir. Oui, je le prends en note pour 2021. Excellent.
Merci. Notre prochaine question est de Yves Briand. Il pose la question, l'approche méthodologique serait-il transférable à ailleurs en Gaspésie? Oui, en fait, le même projet, on a collaboré aussi avec le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, qui ont présenté à peu près le même projet pour leur club quad dans leur région à eux. Fait que je crois qu'un projet similaire comme ça peut être fait à la grandeur du Québec sans problème, là. Tu sais, ce qu'on trouvait vraiment intéressant, là, c'était de collaborer avec les autres OBV ou n'importe quel autre organisme, mais tu sais, inter-OBV, d'avoir peut-être une base de données similaire, puis peut-être les jointer ensemble. Tu sais, OBVMR puis Gaspésie-Sud, c'est très près, là. Des fois, on ne sait même plus où un commence et l'autre finit. Donc, tu sais, le fait de caractériser d'une même manière, on trouvait ça vraiment intéressant, puis on est vraiment prêt, ben là, je travaille plus à l'OBVMR, là, mais on était vraiment prêt à tout partager, puis à vraiment aider les autres, même que dans le projet Gaspésie-Sud, il y avait une petite aide terrain qu'on leur proposait pour vraiment harmoniser la prise de données terrain pour s'assurer que les données soient prises de la même manière. Fait que je pense que l'entraide est là, puis on est là pour soutenir puis que les données soient prises de la même manière. Là, ce serait vraiment intéressant. Oui, pour pouvoir ensuite vraiment mettre ça ensemble, puis que ça soit une visibilité, qu'on voit la même chose, que les données puissent être utilisées de la même manière par tout le monde, là. Puis oui, l'OBVMR est prête à partager leur expérience puis les données si d'autres OBV les veulent. Merci. Elle a ajouté un commentaire. Il a posé la question, Mathieu Vallière sera le contact à la FQCQ. Puis il a écrit aussi, oui, pour une base conjointe éventuellement, d'autant qu'on couvre le même territoire de table GIRT, à voir pour l'an prochain ou la suivante. Donc, merci. Nous avons maintenant une question de Guillaume Allard-Thirien. Bonjour, Guillaume. Hey, bonjour. Merci pour la présentation. Vraiment, en tout cas, c'est une belle collaboration, là, je trouve, avec les clubs quad, tout ça. J'avais plusieurs questions, là. Tantôt, quand vous parliez de faire la caractérisation dans le projet 2021 là, des tronçons qui n'avaient pas été faits encore, est-ce que vous parliez des tronçons qui n'étaient pas entretenus par le club quad? Puisqu'on voit qu'il y a vraiment il manque de connectivité là, dans tous les tronçons là, que vous avez caractérisés. Ceux qui sont... Oui, allez-y, continuez. Non, c'est ça. Donc, ce qui était en mauve, c'est vraiment des tronçons qui ne seront pas caractérisés parce que ce n'est pas le club quad qui est gestionnaire de ces tronçons-là. Donc, on parle de chemins municipaux, on parle que le sentier quad, à certains endroits, dans certaines municipalités, il passe dans le chemin public. On n'ira pas caractériser parce que le club quad n'a pas besoin de cette information-là. Ce qu'on va aller caractériser, c'est vraiment ce que vous avez vu là, vraiment au niveau plus à l'est, qui est en jaune. Puis il y a certains vraiment complètement à l'ouest, on le sait, il y a des sentiers qui ont changé d'endroit. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller... Donc, on le voit, tout ce qui est en mauve, c'est ça, c'est municipal. Puis, ce qui est en jaune, c'est ce qu'on n'avait pas fait, qui était déjà existant. Puis, on le sait qu'un petit peu en haut là, du jaune, il y a un autre sentier qui a eu lieu. Puis, complètement à l'ouest, il y a un autre sentier qui a changé d'endroit. Donc, c'est vraiment ceux-là qu'on va aller cibler pour caractériser. OK. Super, merci. Ça répond bien. Dans le fond, c'est ça, vous allez finir votre partie du bassin versant d'Avignon. Autre question, ces données-là, où est-ce qu'ils peuvent être accessibles? Nous, à la MRC, là, on est en train de faire le PRMHH, puis c'est sûr que ça serait super pertinent d'avoir ça là, pour faire notre portrait. Est-ce que c'est accessible et où ça l'est? Ben, pour l'instant, sur notre site Internet, vous pouvez trouver vraiment facilement les rapports, les glossaires, le guide d'utilisation, mais c'était comme trop lourd pour mettre sur le site Internet. Fait que vous pouvez juste envoyer un courriel à l'organisme, soit à Rebecca ou Reb, je ne sais pas à qui d'autre, mais ça peut facilement s'envoyer par transfert courriel. Excellent. Bon, ben, je vais envoyer, sinon, tu peux envoyer ta demande à Mireille, c'est elle qui a
que la géomatique vers elle en ce moment. Excellent. Sinon, aviez-vous pensé à en faire une carte plus interactive, là, mettons ArcGIS Online, tout ça, pour que tout le monde y ait accès? Parce que, effectivement, les géodatabases, c'est le fun là, pour ceux qui font de la géomatique, mais pour justement le Club Quad ou peu importe, là, c'est assez simple maintenant d'en faire des cartes interactives. Oui, ça serait vraiment pertinent. Je suis tout à fait d'accord. Ça ne fait pas partie du prochain projet, par contre. OK. Et ma dernière question. Est-ce que vous pensiez faire le même exercice pour les sentiers de motoneige? Je sais que ce n'est pas le même impact, tout ça, mais il y a quand même beaucoup de sentiers de motoneige sur notre territoire, là. Ça a été discuté, mais pour l'instant, on n'a pas de partenariat avec eux de choisi de donner pour l'instant. Mais oui, on serait potentiellement ouvert à le faire là, avec leur sentier à eux pour voir l'impact. Super. Ben, merci beaucoup, les filles. C'est vraiment intéressant. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à la carte interactive aussi, si je me trompe pas, aussi ça n'a pas changé, ça prend des licences particulières là, pour pouvoir faire des cartes interactives sur ArcGIS accessibles à tous. Puis ces licences-là sont assez dispendieuses. Puis généralement, les OBV, ben ça dépend lesquelles, là, mais il me semble que nous, on l'avait pas. Puis c'est ça qui nous bloquait un peu. Puis heureusement, ben, la table GIRP de la Gaspésie nous a soutenus dans le projet parce qu'il y a des choses, des fonctionnalités qu'on n'a pas accès. Ça serait vraiment à explorer, là, voir qu'est-ce qui serait possible de faire. Puis, ouais, ben, excuse-moi de te couper, là, Marie-Camille. Oui, avec la licence basic maintenant, là, avec ArcGIS Online, on peut vraiment tout faire ça. On n'a pas besoin de la licence, je me souviens pas du nom, mais je sais que pour faire des jointures de géodatabase, là, c'est plus complexe, là. Oui, c'est ça en plein ça, mais sinon, pour vrai, tu sais, en tout cas, on pourrait s'en reparler, là, mais oui. c'est vraiment simple, là. Ouais. OK, bon, ben écoute, c'est simple. Allô, c'est Caroline, désolée. je veux juste intervenir par rapport à ça. À GMRC, à l'échelle locale, on est en train de développer la plateforme interactive pour partager les données de différents groupes collaborateurs dans la région Avignon et dans tout le bassin versant. Donc, Guillaume, si il y a des données que tu aimerais accès parce que c'est pertinent pour ton travail, on peut mettre ça sur notre plateforme GeoNode et partager les données avec une entente là, interorganisationnelle. Là. Donc, on est rendu là. Ah, ben super, je communiquerai avec toi, Caroline. Super, merci. Merci beaucoup. Ah, c'est vraiment génial, ça, Caro, ce que vous faites. Puis aussi, par rapport au motoneige, là, je sais qu'il y a eu des nouvelles réglementations, mais lorsqu'on a réalisé le projet, les motoneiges n'avaient pas nécessairement d'obligation par rapport à la réalisation de ponceaux et de ponts, vu que c'est l'hiver, puis théoriquement, ils passent sur des ponts de neige. Mathieu, de la Fédération des clubs quad, pourrait en parler plus. Je sais qu'il nous en avait glissé un mot, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui s'en venait, qu'il allait peut-être avoir plus de réglementation pour les clubs de motoneige. Si c'est le cas, puis qui veulent aussi, ben c'est sûr que ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, comme il n'y avait pas d'obligation puis par rapport aux ponts puis aux ponceaux, c'est pour ça qu'on ne les avait pas vraiment inclus dans cette caractérisation-là puis dans la démarche générale. OK. Merci tout le monde. Notre prochaine question vient de Alyssa Deschênes. Quelles sont les autorisations nécessaires pour la création d'un nouveau ponceau ou leur réfection? Peux-tu y aller ou tu veux que j'y aille? Vas-y, Marie. OK. Bon, ben tout d'abord, c'est pas ma force. Puis en termes d'organismes de bassin versant, on n'en fait pas beaucoup. C'est pour ça qu'on s'est vraiment rallié au conseil de gestion du bassin versant de la Rivière-Restigouche. Puis je sais aussi que GMRC en fait beaucoup, mais c'est sûr que ça prend des demandes de ces autorisations environnementales ou gouvernementales pour la réfection de ponts et ponceaux. Les ponts, ça demande encore plus que les ponceaux.
écoutez, je pense que sur notre site Internet, il y a la formation qu'on avait donnée au club, il me semble. Puis là-dessus, il y a une diapo qui en parle de justement où trouver les informations réglementaires et quelles sont les demandes à faire, où les trouver. Je m'en souviens pas par cœur, mais les informations, ils sont là. Donc, je vous inviterai à aller voir sur le site Internet, puis peut-être que on pourrait vérifier là, si l'information est là, Reb. Oui, je me suis mis une note. Si jamais elle n'est pas là, mais je vais demander qu'elle soit ajoutée. Oui. D'accord, merci beaucoup. Notre prochaine question vient de Valérie Tremblay. Merci pour la présentation. J'aimerais savoir comment vous avez mesuré le débit, qui n'est en principe pas la vitesse d'écoulement. Tu suggères? Oui. OK. Fort heureusement, encore une fois, on a emprunté les outils de Listigouche Fisheries. Donc, c'était en fait, c'est comme un courantomètre, prend donc des mesures de vitesse de courant à certains endroits dans le cours d'eau. Donc, ce que ça fait, c'est que au début, on rentre la largeur du cours d'eau. Puis, après ça, il va nous dire, la machine tout seul, bon, déplacez-vous à telle distance. Puis après ça, il faut qu'on prenne des mesures de profondeur. Donc, sur la largeur du cours d'eau, il y a différentes vitesses de courant qui ont été prises. Puis, la machine elle-même fait le calcul de débit sur place. Donc, on n'a pas eu de calcul en fonction du volume à faire par la suite. La machine a tout fait pour nous. D'accord, merci beaucoup. Notre prochaine question est de Louis-Philippe Caron. Louis-Philippe, je crois que votre microphone, est-ce que vous pouvez ouvrir votre microphone? Non, il n'est pas là. Donc, Louis-Philippe, si vous pouvez taper votre question, je crois que votre microphone ne marche pas. Prochaine question vient de Lila Gagnon-Brambilla. Quand vous avez parlé de la sensibilisation faite au niveau des différentes législations, vous n'avez pas mentionné la LCMVF. Est-ce que cette loi et les autorisations liées ont été traitées? Je m'en rappelle pas. Ça fait quand même un petit moment. Je crois pas. Je crois pas. Reb, tu... Je crois pas non plus parce que moi, ça me dit rien là, au niveau de ce projet-là. Je sais qu'on a parlé de qu'est-ce qui était un cours d'eau selon la loi, qu'est-ce qui était un poisson selon la loi. Est-ce que c'était de cette loi-là? Désolée, je peux... D'accord, merci. Notre prochaine question vient de Mathieu Vallière. Mathieu, est-ce que vous pouvez activer votre microphone? Bonjour, Mathieu. Oui, bonjour. Bonjour, Marie-Camille et Rebecca. Allô? Premièrement, c'est bravo, félicitations et merci à vous. C'est un excellent travail que vous avez effectué, là. C'était surtout ça qui était que je voulais vous dire. C'était pas vraiment une question, là. Pour les autres choses, je pourrais répondre à M. Yves Briand, là. Yves, ça nous fera plaisir de travailler en collaboration, là. Faut comprendre aussi là, que ce que l'OBVMR a fait, c'est le début là, d'une grande chose, on espère. L'idée, c'est de faire toutes les traverses de cours d'eau. Au moins pour la région, pour le Québec, ben, on va l'espérer.
Puis l'autre chose aussi à Guillaume. Guillaume, on se reparlera aussi. Là, il y a beaucoup de données. Là, je ne veux pas me compromettre, là, mais des fois, je peux être. Les gens peuvent m'interpeller aussi là, pour des questions par rapport au projet. Là. Au lieu que vous vous ramassiez avec toute la documentation, là, et tout le questionnement qu'il y a par rapport à ça. Là. Fait que, puis, dernière chose, effectivement, la réglementation et les lois sont en changement. Maintenant, on va parler beaucoup plus de VHR que de quad et de motoneige. Ça va être la même réglementation pour le VHR. Là. Ça va changer la donne beaucoup, mais comme ça fait on est dans les premiers temps, là, on est au début de ça. Là. Fait que, ça sera à venir. C'est tout. Fait que, encore félicitations et merci à vous. Merci beaucoup. Donc, nous avons une question de Micheline Galland. Avant d'oublier, projet posé pinceau sur Rivière-Est-de-Gauche. Je ne peux pas voir à quel endroit. Est-ce que c'est possible que ce soit la rivière Matapédia près de pont de Saint-Alexis, plutôt? Oui, ici, c'est la rivière Matapédia, là, ici. D'accord, merci. Il me semble que le pont de Saint-Alexis, il est dans ce coin-là, hein, Reb? Oui, tout à fait. Là, ici, là, on a vraiment l'embouchure des deux rivières là, à Matapédia, en fait, là, que ça devient ici, là, qu'on a la Matapédia avant, puis après, on a la Restigouche. Mais on parle de bassin versant de la rivière Restigouche parce que la rivière Matapédia fait partie intégrante du bassin versant de la rivière Restigouche. Merci. Nous avons une autre question qui vient de Étienne Garipé-Girard. Avez-vous vu des traverses en mauvais état qui ne sont pas vraiment utilisées et qui pourraient représenter donc un potentiel de restauration de la qualité du cours d'eau par le démantèlement de la traverse plutôt que sa réfection? Tous les sentiers qu'on a utilisés sont très utilisés. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est vraiment voir les problématiques et pouvoir les régler. Les endroits où les traverses à guides vont être revégétalisés, c'est des endroits justement qui sont là, puis qui ont une installation conforme, réglementaire et bien installée, vraiment à proximité. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment bloquer l'accès et bloquer l'accès aussi aux sédiments là, au niveau du cours d'eau. Oui, puis c'est ça, comme Reb a dit, on s'est promené uniquement sur les sentiers du Club Quad Avignon Ouest, donc des sentiers qui sont très, très, très utilisés. On n'est pas allé se promener partout sur les autres routes ou sentiers. On s'est vraiment tenu sur le sentier de VTT parce que le projet était pour le Club Quad principalement. Donc, on s'est vraiment concentré là-dessus. Fait que, tu sais, des pistes peu utilisées ou plus utilisées, on n'est pas allé là. Tu sais, on se souvient que en mauve, c'est vraiment, oui, il y a des problématiques dans ces secteurs-là aussi. On ne vous le cachera pas, on en a vu. Mais ce projet-là était vraiment pour le Club Quad. Donc, ça sera à les autres secteurs d'activité à voir pour la réflexion de leur section à eux, là. Donc, on a vraiment ciblé ce que le Club Quad puis ce qu'eux devaient fournir comme réflexion. Merci beaucoup. Je vois que j'ai un commentaire de Caroline Gillis. Je crois que c'est au sujet du débit. Elle a indiqué que c'est à l'aide de le Flow Tracker 2. Oui. Nous avons une question de Jean Moisin-Perrier. Jeanne, est-ce que vous êtes là? Est-ce que votre microphone? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour la belle présentation. Donc, moi, je suis chargée de projet à l'OBV Samy. Fait que, je parle de notre région, mais on fait des projets quand même similaires aux vôtres avec un de nos partenaires. On travaille aussi sur ces dossiers-là au niveau des clubs quad de notre région. Puis je me questionnais un peu sur comment vous avez travaillé au niveau plus de l'identification des enjeux phoniques. Là. Vous avez parlé que vous avez fait l'identification, peut-être des suivis de frais ou peut-être des identifications de frayères potentielles, mais est-ce que vous aviez des processus de caractérisation élaborés pour ça ou c'était plus des observations là, in situ?
Puis est-ce que vous descendiez un peu dans les cours d'eau ou vous restiez vraiment à proximité des traverses? C'est vraiment plus ça que j'aimerais savoir. Oui, on faisait des observations, là, pas juste au niveau de la traverse, là, mais on allait monter dans le cours d'eau. Je me rappelle pas la distance, mais on s'était donné un tant de mètres à aller voir 100 mètres en amont, en aval. Puis, on avait comme une fiche que Louis Wimmer avait déjà montée sur l'identification de frayeurs, donc en termes de vitesse. Donc, c'est pour ça qu'on prenait la vitesse dans le cours d'eau, la granulométrie, mais tu sais, on faisait pas des caractérisations précises du cours d'eau. Fait que, comme tu dis, c'était plus en termes observation, mais des observations qui ont été faites en fonction de caractères précis du cours d'eau. Puis, on s'est promené un peu plus loin pour avoir vraiment une idée de quoi le cours d'eau avait l'air. Parfait, merci. Puis pour les suivis de frais, c'était vraiment juste si vous tombiez sur des géniteurs, vous en étiez heureuse, c'est ça? Bien, comme Rebecca l'a dit tantôt, on n'est pas tombé sur de la fraie sous nos yeux, mais tu sais, on a quand même été capable de reconnaître que, bon, on arrivait sur un milieu, wow, OK, le gravier, c'est super, il y a assez d'eau, il y a assez de courant, la température aussi est bonne pour la fraie, donc là, à ce moment-là, tu sais, on cochait pas frais, mais on cochait potentiel de frais. Parfait. Merci beaucoup. Si tu es intéressé, on pourrait t'envoyer, si tu nous envoies un courriel avec tes informations, là, la petite fiche qu'on utilisait sur comment identifier une frayère d'ombre de fontaine. Ben oui, je serais super intéressée aussi, peut-être aussi par vos fiches de ponceau. Là, nous, on en a aussi développé de notre côté, mais c'est toujours le fun de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs là, pour harmoniser. Fait que oui, je vous écrirai là, pour qu'on puisse échanger un peu là-dessus. Ben oui, puis si tu vas sur le site internet, là, je pense que. Attends une minute. C'est. Non. Excuse-moi. Ça, le guide d'utilisation de la cartographie, je suis pas mal sûre qu'il est là. Puis à ce moment-là, sans avoir nécessairement accès à nos fiches terrain, ben tu as tout ce qu'on a pris comme information puis comment on l'a pris. Fait que ça revient un peu au même que les fiches terrain, là. Il y a vraiment toutes les informations là-dedans. Là. Parfait. Ben merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. On va arrêter. D'accord. On va c'est Louis-Philippe. Louis-Philippe. Oui, est-ce que là, c'est mieux? Oui, ça marche maintenant. Un gros merci. Bravo les filles pour la belle présentation. C'est un gros projet d'envergure avec l'ampleur des données que vous êtes allés chercher. C'est un beau petit exploit en soi pour la saison de terrain. Mes questions étaient au niveau d'un indice de perméabilité pour la franchissabilité des ponceaux par les salmonidés. J'ai cru comprendre que vous n'en aviez pas établi. Je voulais savoir pourquoi ne pas l'avoir fait dans une optique de fragmentation d'habitat. Puis, c'est ça, c'est finalement pourquoi ça n'a pas été ajouté. Excuse-moi, t'as-tu dit indice de perméabilité? Oui, un indice de franchissabilité finalement. Pour voir le passage des poissons. Ben, en fait, Rebecca, tu veux-tu que je réponde? Oui, ben, je peux commencer, tu pourras compléter. En fait, on regardait s'il y avait des chutes, des cascades, la hauteur du ponceau, la façon que le ponceau est installé, aussi le niveau du ponceau avec un zip level. Donc, on a quand même pris beaucoup de données, mais je ne suis pas certaine que ça peut aller. On n'a pas été jusqu'à dire ce ponceau-là, il est infranchissable de façon assurée. Non? Okay. Oui, c'est ça. On a pris presque toutes les données qui permettraient de faire un calcul de franchissabilité des ponceaux en termes de, justement, hauteur, chute, est-ce qu'il est bloqué ou pas. Fait que, tu sais, puis de type de ponceau, est-ce que c'est en béton, est-ce que c'est ondulé, est-ce que c'est lisse. Donc, tu sais, on a presque toutes les données, à part les données de courant dans directement le ponceau, parce que ce qui nous intéressait plus, c'était à ce moment-là les
la vitesse du cours d'eau lui-même pour le potentiel de frais. Mais c'est ça, on a comme presque toutes les données pour l'établir. Puis en fait, je suis pas mal sûre qu'avec les données qu'on a prises, on pourrait l'établir. Mais le projet n'était pas nécessairement directement sur la franchissabilité des ponceaux, même que en même temps, on l'établissait, là, tu sais, ponceau, je pense qu'on l'écrivait même dans les commentaires, tu sais, c'est sûr qu'il n'est pas franchissable ou franchissable, mais définitivement, ça pourrait être un ajout aussi, tu sais, le Caroline, peut-être que s'il y a des travaux qui sont faits par rapport aux grosseurs des cours d'eau, saumon versus truite, vous avez peut-être des modèles de calcul automatiques pour la franchissabilité des ponceaux qui pourraient être intégrés dans la géodatabase, là, je pense relativement facilement. Oui, c'est ça. Bon, ben, si je peux me permettre, avec les données que vous venez de mentionner, il y a l'indice de Kaufman, qui est un indice qui permet de déterminer la franchissabilité à un temps T, là, finalement, sans nécessairement prendre en considération, qui prend en considération de façon qualitative les débits. Fait qu'il y aurait possibilité à ce moment-là, avec ce que vous venez de dire, là, de l'intégrer si jamais vous voulez. Oui, Louis-Philippe, c'est exactement ce que je voulais rajouter. C'est Caroline qui parle. Dans le fond, on peut utiliser les données qui ont été prises, là, puis faire l'indice de franchissabilité. Puis c'est exactement le modèle de Kaufman qu'on veut utiliser pour traiter les données. Fait que ça prend vraiment, là, comme tu as dit, c'est le type de seuil et la pente qui est utilisée pour ça. OK, parfait. Bon, ben, c'est le fun de savoir que les données sont prises à ce niveau-là. Puis j'avais une deuxième petite question aussi. Je voulais savoir au niveau de la création de l'ordre de priorité, si j'ai bien compris, vous avez mentionné qu'il n'était pas possible de le faire via ArcGIS ou via tabulateur Excel. Est-ce que c'est moi qui est dans le champ ou Pas que c'est pas possible de le faire, mais nous, on l'a pas fait avec le temps qu'on avait pour le faire. Le projet a été monté pour mettre beaucoup de temps sur la caractérisation de terrain, non pas la manipulation des données. Fait que, tu sais, tout ce qui est indice de franchissabilité, puis de modèles créés après avec ArcGIS, ça s'est pas fait. Mais c'est sûr que ça se fait. S'il y a quelqu'un qui voudrait faire le modèle avec la priorisation, ben je vous encourage. Mais nous, on l'a juste pas fait par manque de temps, puis aussi je crois, connaissance d'utilisation, fait qu'on est allé un petit peu plus comme à la mitaine. Allô, c'est Caroline encore, je vais intervenir. Donc, nous, à GMRC, on a un projet FAEP expressément pour utiliser les données VTT pour faire l'application du modèle de Kaufman et l'outil de priorisation dans ArcGIS. Donc, on va utiliser les données dès la semaine prochaine pour faire cette modélisation-là. C'est ça, à ce moment-là, quand on les a analysées, les données, on savait que ça s'en venait, mais c'était pas là encore. Fait que là, pour établir des priorités, il fallait faire quelque chose en attendant de plus simple. Okay. Parce que pour travailler sur un projet similaire, cet arbre décisionnel-là là, de priorisation, celui que vous avez utilisé, ou le modèle qui serait créé, c'est sûr que ce serait quelque chose que ça serait très pertinent pour moi d'avoir. Je serais très intéressé. Fait que Marie-Camille ou Rebecca, à ce moment-là, on pourra rentrer en contact là, pour voir qu'est-ce qui peut être fait. À ce moment-là, je pense même que ça serait Caroline, la personne la meilleure pour te guider là-dedans. Moi, j'ai dit Rebecca, je voulais dire Caroline, désolé. C'est bon, ben merci beaucoup, ça faisait le tour. Encore bravo pour le beau projet. Merci beaucoup. Notre prochaine question vient de Luc Gagnon. Elle a écrit « Félicitations pour ses travaux et pour la présentation. Sa question est « Certains travaux de voirie peuvent s'avérer très dispendieux. Est-ce que le club VTT a des moyens financiers requis et s'est-il commis pour s'attaquer aux interventions jugées prioritaires dans l'échéance rapproche? » C'est pourquoi on a mis une des réflexions qui va coûter très cher dans le projet 2021, donc pour leur donner un coup de main. Au niveau de eux, qu'est-ce qu'ils ont de disponible et de subventions possibles, j'aurais envie de demander à Mathieu de répondre à la question, potentiellement Mathieu Vallière, qui est la personne ressource là, pour
la Fédération des clubs quad du Québec, qui a travaillé avec nous. Là, lui pourrait probablement mieux répondre à la question. Là. D'accord. Nous avons un commentaire de Valérie Lecomte. Pour information en terre publique, c'est le REDF, Règlement sur l'aménagement durable des forêts, qui s'applique pour le remplacement de pins et ponceaux. En terre privée, c'est la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune qui s'applique. Les traverses à gué sont interdites sauf pour l'installation d'une pont ou ponceau. Voir le site web de NFFP. Merci pour la réponse. Puis je crois que c'est la fin de notre période de questions et réponses. Merci, mille fois merci à Marie-Camille, Rebecca, Caroline et tous nos participants. C'était vraiment une période de questions et réponses très active. C'est un sujet très intéressant à tout le monde. Marie-Camille et Rebecca, spécialement, merci beaucoup. C'était fantastique. J'aimerais donner un petit rappel aux participants. Notre prochain webinaire aura lieu le 3 février. Karel Gilbert et Sylvain Jutras de l'Université Laval feront une présentation intitulée « L'eau et la voirie forestière au Québec, enjeux et solutions ». Cette présentation sera en anglais. Le prochain webinaire en français sera le 17 février. André Saint-Hilaire de l'INRS fera une présentation intitulée « La caractérisation et la sensibilité thermique des rivières assommantes ». Donc, c'est la fin de notre session aujourd'hui. Je vous remercie tout le monde pour votre participation. À la prochaine. Merci. Merci à tout le monde.